Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si des participants sont déjà là. Je vous invite à vous manifester dans le chat. Et dès que vous êtes suffisamment nombreux, on démarre. Je vous dis à tout de suite.
On va pouvoir démarrer immédiatement. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je viens de télécharger dans l'onglet des dossiers 4 documents tout à fait incontournables sur le sujet que je vous invite à télécharger. Le sujet de ce webinaire est on ne peut plus actuel. Alors, c'est vrai qu'à l'époque où on avait prévu le cycle de webinaire, on était en pleine période de crise sanitaire, de reconfinement. On était dans un mouvement de généralisation du télétravail. Et aujourd'hui, tout cela est tout à fait installé, je dirais, dans le paysage. Et d'une certaine manière, on passe à une autre phase où on parle bien évidemment, encore une fois, aussi des risques sanitaires inhérents à l'épidémie de Covid, qui n'est pas du tout derrière nous. On atteste l'annonce que va donner ce soir le Premier ministre Jean Castex pour expliquer comment vont se dérouler les fêtes de Noël. Aujourd'hui, tout le monde est un peu dans l'expectative. C'est dire à quel point le climat est incertain et que cette problématique sanitaire restera à l'ordre du jour, peu importe les formes, je dirais, les contours que ça prendra. Alors, il y a une question qui me semblait éminemment intéressante aujourd'hui, c'est que dans une période où on parle beaucoup de vaccins, de vaccination, où on parle de vaccination obligatoire ou pas, il y a une question qui se pose eu égard aux obligations de sécurité de l'employeur, donc en corollaire à sa responsabilité pénale ou civile, on y reviendra. Est-ce qu'un employeur peut légitimement imposer à ses employés de se faire vacciner? Ça, c'est une vraie question de fond qu'on abordera, qui n'était pas dans l'intitulé du webinaire initialement, mais que l'actualité impose. Ce webinaire, je vais le présenter avec Maître Annabelle Bougli et qui va intervenir dans 5 petites minutes pour vous expliquer et pour vous mettre en lumière tous les contours de la notion d'accident de travail et de la responsabilité de l'employeur, puisque la responsabilité de l'employeur émerge principalement lorsque un accident survient. Donc, encore faut-il bien déterminer de quel type d'accident il s'agit, de quel type de responsabilité il s'agit, et voilà, tout ça sera explicité. Donc, je vous invite bien évidemment à poser toutes les questions dans le chat. Vraiment, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va vraiment avoir le temps, le sujet est plus resserré que lors des précédents webinaires, qui portaient plus sur des thématiques sociétales, donc très, très large. Alors, le sujet du jour est lui aussi extrêmement large, mais il est assez technique, donc on va pouvoir aborder ces questions-là aussi sur des points particuliers. Alors, on va démarrer immédiatement avec un document pour expliciter de quoi s'agit-il quand on parle de la responsabilité civile et pénale de l'employeur. Alors, quelles sont les possibilités d'engagement de la responsabilité pénale de l'employeur dont les salariés continuent à se rendre sur leur lieu de travail à l'occasion de la crise sanitaire actuelle? Il y a plusieurs obstacles qui s'opposent, selon les entreprises, à ce que soit engagée cette responsabilité pénale. Il y a une jurisprudence qui est la jurisprudence Amazon, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle est récente. Alors, elle date effectivement du premier confinement, à l'époque où vraiment personne n'allait travailler, sauf les activités qui étaient nécessaires à la continuité de l'État, des services de l'État. Mais en dehors de ça, tout le monde était véritablement confiné chez lui. Et cet arrêt Amazon date du 14 avril 2020, au lendemain de la condamnation d'Amazon France, de restreindre l'activité de ses entrepôts aux seules activités essentielles, sous astreinte d'1 million d'euros par jour de retard et par infraction constatée, tant que l'évaluation des risques professionnels inhérents à l'épidémie de Covid-19 n'a pas été réalisée. La question de la responsabilité civile et pénale de l'employeur se pose de manière de plus en plus claire.
Donc, je vous fais un petit arrêt sur image pour celles et ceux qui ne s'en souviendraient pas. C'est que Amazon a connu et connaît toujours un boom extraordinaire sur le plan économique puisqu'il pallie à l'absence, alors c'est moins le cas maintenant puisque les commerces viennent de réouvrir, mais à la fermeture des commerces. Et de ce fait, les employés qui, eux, n'étaient pas dans une activité considérée comme une activité nécessaire, mais dans le cadre, on va dire, de livraison de biens pas toujours essentiels, eh bien, eux, ils ont été confrontés à l'épidémie de Covid, puisque des salariés nombreux dans les entrepôts Amazon étaient présents. Et donc, il y a eu une tendance dans ce sens-là qui est toujours d'actualité. Alors, je reprends la présentation. Il y a donc eu des précédents aussi en avril 2020. Le gouvernement a ordonné par voie d'arrêté que la fermeture d'établissements dit essentielle à la vie de la nation. Pour les autres secteurs, le principe, c'est la continuité de l'activité en appliquant les mesures adaptées lorsque le télétravail n'est pas possible. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il doit également veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Et ça, c'est l'article L 4121-1 du Code du travail. Je reprends parce que c'est extrêmement important. La loi est extrêmement exhaustive. Elle prend en compte les actions de prévention des risques, les actions d'information, les actions de formation, les mises en place d'organisation de moyens adaptés, le fait de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Donc, ce qui est très intéressant dans cette loi, c'est qu'on est au cœur de la problématique liée à la responsabilité de l'employeur dans un contexte de crise sanitaire, à savoir que oui, l'employeur a beaucoup d'obligations de formation, d'information, de prévention, de sécurité, etc. Mais il a aussi une obligation d'adaptation. Et notamment, ça a été le cas à travers la généralisation du télétravail. Maintenant, ce qui m'intéresserait, ce serait peut-être de faire un petit arrêt sur image et de vous demander d'intervenir dans le chat pour nous dire, pour que vous puissiez nous transmettre à Maître Boublier et moi-même si vous rencontrez, si vous avez, selon vous, rencontré des difficultés d'information, de formation, d'adaptation à la crise sanitaire au sein des structures au sein desquelles vous exercez. Et si ce n'est vous-même qui avez rencontré ces difficultés, puisque je sais que nombreux et nombreuses d'entre vous sont en télétravail, peut-être que ces informations ont été relayées par certains de vos agents ou salariés. Et ça, ce serait extrêmement intéressant. Ça nous permettrait de rebondir, Maître Boublier et moi-même, sur des problématiques, des cas concrets qu'on va aborder extrêmement rapidement. Je vous laisse intervenir dans le chat. Je vous laisse 2 petites minutes. J'éteins ma caméra et je reprends et on reprend tout de suite. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Merci.
que je commence? Non. Je t'attends. Hein. Ok. Alors, Amélie, vous étiez en train de nous dire quelque chose, mais on n'a pas la suite du message. Est-ce que vous pouvez continuer votre message, s'il vous plaît? Si d'autres… Alors, pour votre part, il n'y a pas eu de difficulté au sein de votre structure. Bonne communication de la part de votre employeur autour du télétravail, de cette nouvelle façon de travailler et de matériel adapté. Bon, bah écoutez, en ce cas, eh ben, c'est parfait. Est-ce que ce qui serait intéressant, c'est que vous nous remontiez dans le chat des contextes où précisément il y a une difficulté en termes de formation, d'information, de prévention et d'adaptation, puisque cette crise sanitaire oblige à s'adapter, contraint à s'adapter. Valentine nous dit il existe une réelle difficulté d'accessibilité à l'information. Il y a des mesures paliers avant des directives officielles qui sont parfois déroutantes. Ce serait intéressant que vous nous les explicitiez. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Maître Boublis en transition. Au niveau de l'information concernant la sécurité au sein des entreprises, est-ce qu'ils ont une obligation d'être extrêmement exhaustifs, très précis, d'être très réguliers dans la transmission des informations, ou alors, comme nous le dit, alors je vois Valentin, mais je crois que c'est Valentine, je ne sais plus exactement, il me semble. Est-ce que quand c'est déroutant, c'est le terme qui est employé dans le chat, est-ce qu'il y a matière à faire remonter l'information et dire on ne comprend pas ce qu'on nous demande, vous avez une obligation, vous en tant qu'employeur, à préciser l'information dans ce contexte-là? Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, il faut faire remonter l'information pour se faire bien expliquer les nouvelles mesures, puisqu'il y en a souvent actuellement. Donc oui, oui, bien sûr, ça, c'est certain. D'accord. Laurence pose une autre question qui est très intéressante. La question s'est posée sur une entreprise pour les salariés dits vulnérables, c'est-à-dire avec des pathologies cardiaques ou autres, en tout cas susceptibles de contracter le Covid, peut-être plus que d'autres populations, à qui il avait été interdit de venir dans un premier temps, de revenir sur le lieu de travail. Et le médecin du travail qui ne pouvait pas s'opposer, en fait, le médecin du travail, a priori, ne pouvait pas s'opposer à ce que les salariés reviennent sur le site. Est-ce que malgré les préconisations du médecin du travail pour la non-reprise du travail sur site et un salarié qui reviendrait travailler sur site, vous voyez qu'en Annabelle, il y a une dichotomie entre la posture du médecin du travail et celle des employés, qui pour plein de raisons souhaitent parfois revenir sur site. Quelle est la responsabilité de l'employeur dans ces cas-là? Où est-ce qu'il se situe entre le médecin du travail et le désir des salariés de revenir travailler sur site? Alors, en fait, l'employeur, il doit toujours suivre les préconisations du médecin du travail. Toujours, bien avant même celles des volontés du salarié, puisque le médecin du travail, ce qu'il dit, ça s'impose complètement en fait au salarié, à l'employeur, pardon. Et ça a toujours été le cas, mais ça l'est encore plus depuis les ordonnances Macron qui sont entrées en vigueur en 2017. On vous entend plus. On vous entend plus. Annabelle, on vous entend plus du tout. On vous entend plus. Je n'entends pas Annabelle du tout. Non, toujours pas. Non.
Non. Ah oui, c'est pas bien, effectivement. On va faire simple. Voilà. On va se mettre. Voilà, nous nous sommes rapprochés. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà, les petits problèmes alors. Donc, vous disiez, Annabelle. Alors, je disais donc qu'il faut absolument suivre la préconisation du médecin du travail. S'il ne veut pas que le salarié revienne sur site, il ne faut pas que l'employeur accepte que la personne revienne sur site. Donc, l'employeur doit absolument suivre les préconisations du médecin du travail. Donc, entre le désir de l'employé de revenir sur site et les préconisations, c'est tout à fait clair. C'est ça. Très bien. Il y a une autre question qui nous a été posée. Lors du second confinement, l'employeur de Véronique lui a demandé de retourner en entreprise afin d'être au plus près des salariés. C'est-à-dire, pourquoi, quel était votre poste? Assistant social, je pense. Ah, bah non, normalement, c'était pas du tout une obligation. Si elle avait été vulnérable, elle aurait eu tout à fait le droit de faire les entretiens avec les salariés en visioconférence, comme on le fait là d'ailleurs. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas… Elle aurait pu refuser. D'accord, ok. Donc, on n'est pas obligé d'accepter quand il y a un risque. Quand il y a un risque. Bah ouais. Mais s'il n'y a pas de risque, et si on n'est pas… Si on n'est pas… On est censé accepter. Ah oui, s'il n'y a pas de risque, on est censé accepter. C'est le pouvoir de direction de l'employeur, en fait. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, très bien. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Donc, je reprends le PowerPoint. Donc, là, c'est ce que je vous ai dit, c'est les mesures nécessaires que doit prendre l'employeur pour la mise en place de la sécurité de manière extrêmement large, puisque la sécurité, ça prend en compte, donc comme je vous ai dit, c'est très important, les actions d'information, de formation, la prévention des risques et donc l'adaptation à ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut que l'employeur a une obligation de moyens renforcés. C'est ce qu'on appelle une obligation de moyens renforcés de sécurité vis-à-vis des salariés, qui, s'il n'est pas respecté, peut entraîner la responsabilité de l'employeur, civile de l'employeur, pour faute inexcusable. Et Maître Boubli y reviendra juste après. Mais ce qui est intéressant, et là aussi je m'arrête, c'est qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous avez deux types de responsabilités. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises à l'occasion de ces webinaires. Vous avez d'un côté une obligation de sécurité de résultats et vous avez de l'autre côté une obligation de moyens simples ou de moyens renforcés. En l'espèce, c'est vrai que vu que la crise sanitaire est très, évolutive, donc les entreprises elles-mêmes doivent s'adapter aux difficultés que rencontrent les structures. D'un côté, elles ont une tension comme ça entre faire perdurer l'activité économique et la sécurité des salariés. Or, vous voyez, ne serait-ce que l'histoire des masques, au départ, on disait que les masques étaient tout à fait inutiles. Maintenant, c'est obligatoire. Donc, c'est pour ça que ça n'est que, entre guillemets, une obligation de moyens renforcés. Ça ne peut pas être une obligation de résultat, puisque les données scientifiques sont, elles, tout à fait évolutives. Je me remets dans le chat. Sophie nous dit, je pensais qu'il n'y avait pas de différence, a priori, c'est la question que vous posez, Sophie, entre le personnel, entre les salariés plus à risque et d'autres moins à risque. Qu'est-ce qu'on peut dire, Annabelle? En fait, on peut dire que bien sûr, tout le monde a un risque d'être contaminé, mais on considère comme personnes vulnérables les gens qui ont des comorbidités, ou alors les femmes enceintes, ou alors les gens âgés. Bon, là, ça ne nous concerne pas trop parce que je ne pense pas qu'il y ait tellement de salariés qui soient vraiment âgés dans les entreprises qui nous concernent. Mais par contre, des gens qui ont des comorbidités comme le diabète ou des maladies auto-immunes, etc., ça, c'est des gens qui sont beaucoup plus à risque que les personnes lambda, en fait. Et ce sont ces personnes-là qu'on désigne quand on parle de personnes vulnérables.
J'ai vu aussi dans certains, pour ajouter à ce que vous dites, Annabelle, dans certains avis de médecins du travail dans ce contexte-là, que des gens qui étaient dans des contextes de grave dépression, mais qui pouvaient tout à fait continuer à travailler, et qui, du fait des médicaments qui leur étaient prescrits, c'était des médicaments avec des effets secondaires assez importants, alors pas forcément graves, mais des effets secondaires qui peuvent être assez impactants en termes de la santé au quotidien, eh bien, ils ont pu faire valoir ça pour dire voilà, je ne peux pas aller travailler. Voilà. Ou alors, par exemple, j'ai eu aussi le cas de médecins du travail pour des personnes qui étaient aidants familiaux, c'est-à-dire qui étaient eux-mêmes en contact avec des personnes qui étaient âgées ou vulnérables. Donc, ces personnes-là, directement, n'avaient pas de problématique particulière, mais du fait qu'elles étaient en contact avec des personnes plus à risque, donc le médecin du travail a donné un avis favorable. Alors, je termine cette partie-là donc pour bien vous mettre le focus sur quel type d'obligation est à la charge de l'employeur. Donc, ce n'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens renforcés. Il y a 3 délits caractérisés, alors qui sont extrêmement importants, sur lesquels je vais m'étendre extrêmement rapidement. Vous avez le délit de mise en danger d'autrui. Alors, le délit de mise en danger d'autrui, lui, il implique la volonté délibérée d'enfreindre une obligation particulière et un lien de causalité avec le risque immédiat de mort ou de blessure. Donc, la mise en danger d'autrui, c'est un risque immédiat de mort ou de blessure. En l'espèce, ces 2 conditions-là, à savoir l'obligation particulière d'un lien de causalité entre le fait de permettre à des employés d'aller travailler, par exemple, sur site, et leur mise en danger et le fait qu'il y a un risque immédiat de mort, ce n'est pas du tout aisément démontrable en ce qui concerne le Covid-19. C'est pour ça que ce que je vous disais, c'est qu'il faut vraiment avoir des règles qui soient édictées avec beaucoup de précision. Quant au lien de causalité qui exige de démontrer que le comportement imprudent peut causer un risque certain et avéré pour la santé humaine, il n'est pas évident en l'état actuel des connaissances scientifiques. Vous avez la notion d'obligation particulière de prudence ou de sécurité. Ce sont ça veut dire qu'il y a une sorte de modèle de conduite circonstanciée. Encore une fois, qui vient du fait que la loi doit s'adapter au contexte de crise sanitaire et à la connaissance scientifique qu'on a des recommandations. Par exemple, le décret du 23 mars 2020, le tout début, qui imposait à toute la population, afin de ralentir la propagation du virus, des mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites barrières, définies au niveau national. Il n'a pas prescrit notamment des règles précises et spécifiques de l'employeur. Et donc, c'est l'employeur qui a dû faire preuve de prudence et de sécurité et de généraliser le télétravail ou d'organiser sur site une protection, des vitres en plexiglas, etc., quand les gens étaient en contact avec le public. C'est ce qu'on appelle cette fameuse obligation particulière de prudence ou de sécurité qui est donc à la charge de l'employeur. J'en aurai bientôt terminé avec donc le 3e délit caractérisé, c'est la mise en danger d'autrui, qui exige également la volonté délibérée d'enfreindre l'obligation particulière, donc et avec le lien de causalité, avec le risque immédiat de mort ou de blessure, comme je vous l'ai dit. Vous avez enfin d'autres infractions non intentionnelles, c'est-à-dire qui n'ont pas été évidemment voulues par l'employeur. Vous avez par exemple un homicide involontaire en cas de décès de l'employé, vous avez des ITT supérieurs à 3 mois. Tout ça, vous l'aurez dans la documentation, mais en tout cas, c'est vrai que le panel des infractions était extrêmement large. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les infractions d'abstention. Ça veut dire que, conscient de la difficulté de la démonstration de la responsabilité pénale de l'employeur, dans le cas de la pandémie actuelle, les plaignants parfois visaient les infractions d'abstention, comme la non-assistance à personne en péril, ou encore l'abstention de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes. Là aussi, si on applique strictement le droit pénal, il faut la réunion de beaucoup d'éléments, tels que la démonstration de l'imminence du péril, qui nécessite une intervention immédiate, ou encore la démonstration de la conscience du danger encouru. Tout ça pour vous dire que la responsabilité pénale de l'employeur, elle est extrêmement difficile à mettre en œuvre, puisque à leur charge, ils ont une obligation de sécurité de résultat, mais qui n'est qu'une obligation de moyens renforcés. Et pour qu'il y ait une responsabilité pénale de manière large, soit au sens direct, où vraiment l'employeur de manière délibérée n'a pas mis en place les conditions de sécurité, ou alors qu'il s'en est abstenu, il faut vraiment la réunion de beaucoup d'éléments en termes de critères, vous voyez, en termes de procédure pénale pour engager
la responsabilité de l'employeur. C'est pour ça qu'ici, j'ai pas tellement envie de m'attarder sur la notion de responsabilité civile et pénale, puisque je viens de vous le dire, c'est difficile à mettre en œuvre en termes de responsabilité brute en tant que telle, surtout qu'elle va viser des délits qui sont difficiles à expliciter. Pareil, la responsabilité civile de l'employeur, c'est souvent une responsabilité en termes de dédommagement. Et effectivement, c'est souvent lié, vous savez, par exemple, quand on dépose une plainte avec constitution de partie civile, quand on dit constitution de partie civile, c'est-à-dire on demande une plainte avec des dommages et intérêts. Donc, quand on dit le civil, c'est un dédommagement, et quand on parle du pénal, on parle d'une faute, soit délictuelle, soit criminelle. Et donc, comme vous l'avez compris, qui sera difficile à mettre en œuvre. C'est pour ça que je ne suis pas du tout là à dire qu'il faut évacuer la responsabilité pénale et civile de l'employeur. Je dis simplement qu'en tant que tel, c'est difficile à viser. C'est pour ça qu'il nous a paru plus intéressant à Maître Boubli et à moi-même d'envisager la responsabilité civile et pénale de l'employeur à travers la notion d'accident de travail. Et là, cette notion d'accident de travail, elle est beaucoup plus large et il est très important que vous en connaissiez tous les contours. Alors, avant de démarrer un deuxième PowerPoint très agréable à regarder, je me remets juste dans le chat. Donc, Laurence nous dit, les personnes dites vulnérables ne mettent pas en danger les collègues. Je parle du Covid. Mais elles sont en danger. Elles se mettent en danger. Elles se mettent en danger. On veut les protéger, en fait, en leur disant non, dans l'autre sens que nous on l'entend. Après, effectivement, une personne vulnérable, qui se sait vulnérable et qui irait retravailler sur les personnes en danger ne mettent pas en danger. Peut-être que la personne vulnérable, elle aussi, elle peut avoir le Covid, on ne sait jamais, mais elle peut aussi. On ne sait pas, en fait. Ouais. En base, c'est plus pour la protéger. Oui. Et il ne s'est pas exclu qu'elle amène le Covid aussi. Exactement. Donc, est-ce que Annabelle, dans ce cas-là, on peut rebondir sur une question intéressante, c'est quelqu'un qui se sait personne vulnérable, qui irait tout de même travailler, qui n'en a pas informé. Par exemple, imaginons quelqu'un qui a un cancer, mais qui est en train d'être soigné et qui est en chimiothérapie et qui ne le dit pas à son médecin du travail. Et là, en fait, on peut considérer qu'il commet une faute. Et cette faute, elle exonère l'employeur de sa responsabilité future. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, il y a une responsabilité de l'employé. Donc, vous devez dire véritablement, parce que c'est une demande qu'on entend beaucoup au cabinet, n'est-ce pas, Annabelle? Savoir, ah oui, mais moi, le télétravail, j'en peux plus. À la maison, j'ai pas les dispositions pour. Il y a ma femme ou mon mari qui travaille en même temps. Il faut aller amener les enfants à l'école, les rechercher, etc. Donc, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui, pour des questions, pour le plaisir de se retrouver un peu entre collègues, et parce que voilà, la promiscuité des appartements en région parisienne, c'est pas toujours évident pour travailler, retournent sur site. Donc attention. Après, il n'est pas dit que si une personne vulnérable retourne sur site et qu'elle respecte les gestes barrières et tout, elle peut ne rien attraper. Dans ce cas-là, elle n'aura pas eu de souci. Mais ça risque qu'elle prend. Un risque, vraiment. Si elle attrape quelque chose, elle ne pourra pas dire que c'est la faute de son employeur. Au contraire, elle aura commis une faute qui exonérera l'employeur de sa responsabilité. Eh bien, Césaltina, on vient de répondre à votre question. En effet, voilà, donc même si quelqu'un a une maladie référencée dans le décret définissant les pathologies, qu'elle soit à tout prix travaillée, comme vient de le dire Maître Boubli, c'est sa responsabilité. On est bien d'accord, Annabelle, c'est sa responsabilité exclusive. Ah oui. Elle exonère complètement l'employeur. Complètement. D'accord. OK. Très bien. Eh bien, parfait. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour essayer d'ouvrir cette notion de responsabilité à travers le prisme de l'accident du travail. Alors, on termine peut-être avant de rentrer sur le sujet de l'accident du travail, la question de Claire. A-t-on une date de fin de validité pour le certificat d'isolement? Pas du tout. Alors là, je n'ai pas du tout la réponse. Mais on pourra vous la donner tout à l'heure. Oui, on va rechercher et on va vous la donner. Et le médecin du travail, en tout cas, le médecin du travail, Césaltina, il me semble, Maître Boubli, mais vous allez me confirmer ou m'affirmer ce que je dis, c'est que quelqu'un, par exemple, imaginons, j'ai eu un cas de figure comme ça, d'un salarié qui a commencé sa chimiothérapie, par un stade trop avancé, heureusement, pendant l'été, c'est-à-dire pendant ses congés. Donc, il n'a pas prévenu la médecine du travail. Donc, personne n'est au courant qu'il est vulnérable. Il est pendant ses congés, donc personne ne le sait. Est-ce qu'il a une obligation
Je tire un peu votre question, Césaltina. Hein. C'est un peu le secret médical, si on va le dire, il ne le dit pas. Mais après, si on se rend compte qu'il avait commencé sa chimio, ouais. Parce que après, ça peut rejoindre l'accident du travail qu'on va évoquer tout à l'heure. La CPAM, elle peut toujours faire des enquêtes pour savoir si ce qui se passe sur site, parce qu'admettons qu'il développe une maladie sur le site, on pourra considérer que c'est une maladie professionnelle, mais pour que ce soit une maladie professionnelle, il ne faut pas qu'elle soit liée à une cause étrangère en fait au travail. Et la Sécu, elle fait des enquêtes. Donc si elle découvre que la personne avait commencé une chimio en fait et donc elle était vulnérable, c'est-à-dire que la personne s'est mise un peu en danger en revenant trop rapidement en fait. Donc peut-être qu'elle ne sera pas considérée comme maladie professionnelle alors que bon, c'est ça. C'en est une. Donc il y a un vrai risque pour un salarié de ne pas faire part de ses problématiques médicales ou chirurgicales au médecin du travail. Oui. D'accord. Ok. Très bien. Bon, bah, on va investiguer votre question, Claire. On va vous y répondre. On va vous répondre un tout petit peu plus tard. Alors, l'accident du travail. Quelles sont donc les responsabilités de l'employeur? Et je vais laisser Maître Boubi vous faire un rappel de la définition de l'accident du travail. Oui, alors c'est vrai que c'est une notion qui est très intéressante, l'accident du travail, et il faut qu'on l'éclaircisse vraiment parce qu'il y a souvent un flou vraiment autour de tout ça, autour de l'accident du travail, de sa définition, de son indemnisation, des responsabilités, etc. Donc c'est pour ça qu'il nous a paru intéressant de vraiment faire un focus sur ça. Alors, comme dans beaucoup de notions juridiques, il y a la définition par le Code du travail, enfin là c'est le Code de la sécurité sociale, et il y a après la jurisprudence de la Cour de cassation qui va venir affiner la notion. Donc, je vais vous dire déjà, c'est l'article L411 du Code de la sécurité sociale qui vous définit l'accident du travail de façon claire, qui vous dit est considéré comme un accident du travail, et tout est important, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion, donc ces deux formules sont très importantes, je vous explique après, du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu pour un ou plusieurs chefs d'entreprise. Donc, la jurisprudence de la Cour de cassation est venue affiner cette définition en définissant l'accident du travail comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, ça c'est très important, dates certaines, par le fait ou à l'occasion, encore une fois on retrouve cette formule que je vous expliquerai après, à l'occasion donc du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ça aussi c'est très important. Donc, vous voyez qu'il y a trois éléments. Le premier, c'est que l'accident du travail doit survenir au lieu et au temps du travail. Ça veut dire un rendez-vous client, c'est OK. Un voyage professionnel, c'est OK aussi. Un trajet de la maison au travail aussi. Le deuxième élément, par contre, si on va faire une formation, on a eu le cas récemment qui n'a pas été demandé par l'employeur, qui n'est pas du tout considéré comme lié au travail, là, ce n'est pas un accident du travail. Deuxième élément, il faut qu'il y ait un fait accidentel qui soit à l'origine d'une lésion certaine, corporelle ou même psychique. Et là, c'est très important aussi. Depuis 2003, on considère que les lésions psychiques, c'est-à-dire les dépressions, eh bien, elles sont assimilées à des lésions corporelles et elles peuvent donc être constitutives d'un accident de travail. Et trop souvent, en fait, on oublie ça. Et quand les salariés ont une dépression liée au travail, ou on leur parle mal, qu'on se comporte pas bien avec eux et que tout d'un coup, ils deviennent très dépressifs, on oublie quand ils vont voir, par exemple, ils vont venir vous voir, on oublie qu'on peut aussi déclarer ça en accident du travail. Si par exemple, il sort d'une évaluation professionnelle où on lui a mal parlé, je vous en dirai un peu plus après, ça rentre tout à fait dans un accident de travail. Donc, c'est ce que j'écrivais. Il est possible de réaliser une déclaration d'accident de travail en cas de souffrance morale ou de harcèlement moral lié au travail. C'est très important et c'est trop méconnu en fait. Le troisième élément, la date de l'accident du travail doit être certaine. Sinon, ce n'est pas un accident du travail. Donc, ces trois éléments-là, très importants. Donc, il faut que le fait accidentel résulte d'une action soudaine. C'est ça qui va le différencier en fait de la maladie professionnelle qui, elle, va se caractériser par un caractère lent et évolutif. Alors que l'accident de travail, c'est soudain, ça se passe en général en une fois, à part les souffrances morales qui découlent d'attitudes de supérieur hiérarchique ou de quelqu'un qui n'est pas spécialement un supérieur hiérarchique. Donc, comment est-ce qu'on va prouver un accident de travail? C'est le régime probatoire de l'accident de travail, parce que c'est bien un mot d'avoir un accident de travail, faut-il encore le prouver pour qu'il soit pris en charge? Alors, il y a ce qu'on appelle une présomption d'imputabilité
du fait soudain qui est survenu sur le lieu de travail, donc à un accident de travail. Mais si et seulement si le salarié, puisque c'est au salarié d'établir la preuve, établit que l'événement, sa survenue à l'occasion du travail, l'événement, sa survenue à l'occasion de son travail et la lésion qui en résulte. Donc, lorsque ces trois éléments sont réunis, à ce moment-là, le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité de son accident en accident du travail. L'employeur, bien évidemment, et ça arrive tout le temps, peut ne pas être d'accord et contester cet accident de travail. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut, par exemple, montrer, l'employeur, que la lésion qui est survenue, elle a une cause étrangère totalement au travail. C'est ce qu'on disait, par exemple, tout à l'heure. Si la personne, elle avait peut-être eu un cancer et qu'elle n'avait pas dit, il peut peut-être essayer de montrer que le fait qu'après, il ait, je sais pas, eu une grave maladie, c'était lié à ça. Donc, c'était une cause étrangère au travail. Il peut aussi donc faire ce genre de choses. Lors de l'accident de travail, le salarié se serait peut-être aussi soustrait à l'autorité de l'employeur, dans ce cas-là aussi. Ça, c'est toujours les choses que l'employeur peut faire pour faire tomber la présomption d'imputabilité. Il peut aussi dire que la victime présentait une pathologie, ce que je viens également de vous dire, avant l'accident de travail et que le travail n'a donc joué aucun rôle dans la lésion. Donc, cette présomption dont je vous parlais, elle s'applique à la caisse, à la CPAM, dans ses rapports avec l'employeur et dans ses rapports avec le salarié. Et elle ne cède donc que s'il est démontré, comme je viens de vous le dire, qu'il y a une cause étrangère en fait au travail. Merci beaucoup, Maître Boubi. Alors, je vais donner des petits exemples. Exactement, on va y arriver tout de suite. Donc, juste pour faire un arrêt sur l'image, parce que beaucoup de notions est extrêmement importante. Est-ce que vous pouvez la rappeler rapidement, oralement? Donc, pas seulement vraiment la différence entre l'accident de travail et la maladie professionnelle, puisque c'est une confusion qu'on rencontre énormément. Et bien, tout simplement, c'est qu'en fait, l'accident de travail, c'est quelque chose qui va se produire à date certaine. C'est-à-dire qu'on va tout de suite dire, c'était tel jour, on va rentrer dans la déclaration d'accident de travail, on va une date certaine. Tandis que la maladie professionnelle, c'est lent et évolutif. Il n'y a pas vraiment une date qui doit être énoncée comme ça. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Très bien. On va répondre à quelques questions dans le mail. Ah, m'entend pas? Oui. Je suis là, alors, il faut peut-être parler plus fort encore. D'accord. Voilà, on va se rapprocher. Je veux juste répondre à la question de Claire. Donc là, je parle délibérément un petit peu fort. Sur le certificat d'isolement, c'est une excellente question auquel, je vous avoue, on n'avait pas pensé, parce que c'est vrai que voilà, on a essayé de bien resserrer les contours du sujet. Normalement, le certificat d'isolement est valable jusqu'au 31 décembre 2020. Mais est-ce que le dispositif pour personnes dites vulnérables ira bien jusqu'à cette date? Eh bien, il faut savoir que donc ce certificat d'isolement, il est laissé à la libre appréciation, à l'évolution des différents décrets. Il y a un dernier décret qui a été paru le 29 août dernier, qui a revu notamment les modalités de ce dispositif, notamment en diminuant le type de maladie concernée et en excluant à compter du 1er septembre les personnes qui partagent le domicile d'une personne dite vulnérable. Donc, vous voyez, pour faire écho à ce qu'on disait, c'est que le fait de vivre avec une personne qui est vulnérable, n'ouvrira pas, a priori, n'ouvre pas, depuis ce décret de fin 2020, une obligation pour l'employeur de vous délivrer un certificat d'isolement. Donc ça, effectivement, il faut se tenir au courant des différents décrets, des différentes mesures actuelles, et de voir comment est-ce que c'est appliqué par l'employeur, parce que l'employeur peut méconnaître, ou il peut y avoir, ou même au niveau des ressources humaines, il peut avoir une méconnaissance des dispositions très très récentes. Donc il ne faut pas hésiter à se faire entendre, donc précisément sur ce sujet-là. Anne-Sylvie pose la question, quid de la notion de maladie professionnelle Covid-19? Est-ce qu'on peut faire reconnaître le fait d'avoir contracté le Covid comme étant une maladie professionnelle?
Ou est-ce que le lien de causalité, pardon Annabelle, je termine ma question, est trop ténu? C'est-à-dire que les lieux où on peut sensiblement contracter le Covid, surtout qu'on sait que de nombreuses études en attestent, que le Covid est surtout contracté dans la sphère familiale. D'où l'importance de ne pas se réunir en trop grand nombre au moment des fêtes de Noël et moins, a priori de manière moins, dans la sphère professionnelle. Mais néanmoins, la question d'Anne-Sylvie est très intéressante, bien que le lien de causalité ne soit pas absolument, on ne puisse pas l'établir de manière directe et certaine. Est-ce que dans l'absolu, en théorie, on pourrait faire valoir le Covid comme une maladie professionnelle? Alors, bon, comme c'est récent et c'est toujours difficile de se prononcer sur des choses qui n'ont pas été déjà jugées, puisqu'on n'a pas la jurisprudence avec le recul sur la notion. Mais je pense que le Covid, c'est difficilement, on ne sait pas quand est-ce que ça a été contracté. Comme disait Judith, ça peut être contracté à la maison. Je ne sais pas, il sera difficile de montrer que ça a été contracté sur le lieu de travail, à moins qu'il y ait un cluster ou un truc qui soit démontré, et que là, oui, c'est indiscutable que c'est sur le lieu de travail. Ça, c'est plutôt rare. Donc il y a une possible imputabilité s'il y a un cluster, par exemple. Oui, c'est un cluster. Mais c'est difficile parce que, encore une fois, c'est pas le Covid, c'est instantané. En fait, on l'a de suite, quoi. Donc, en fait, ça ne répond pas forcément à une maladie professionnelle. Ça serait peut-être même plus un accident de travail, je ne sais pas, parce que c'est soudain, on l'attrape. C'est pas lent et évolutif. Ou alors si, parce que je ne suis pas médecin, je ne sais pas, mais ça peut être lent et évolutif aussi. C'est quelque chose que je ne peux pas vraiment, mais on pourrait regarder, parce que c'est intéressant. Ces Altina, on regardera Anne-Sylvie et on le mettra encore une fois sur notre page Lire, voir et entendre. On fera des recherches spécifiques. La question est très intéressante et je vais répondre après de ces Altina. C'est ça. Ces Altina posent une question là aussi très intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de déclarations d'accident de travail pour souffrance psychique. Donc j'entends dans votre question, ces Altina, que ce ne sont que, entre guillemets, des souffrances psychiques en lien avec une situation professionnelle, ne sont pas validées par la CPN. Oui, parce que faire? Est-ce qu'il y a des recours? Oui, je vais vous en parler après. C'est vrai que la CPN fait parfois des enquêtes, etc. Et oui, il y a des choses à faire. Alors, je vais vous donner des exemples. Je peux donner des exemples peut-être? Oui, bien sûr. Alors, j'en ai retenu quelques-uns dans le diapo qui sont, me semble-t-il, très symptomatiques pour le coup. Notamment, la vaccination à la demande de l'employeur. Ça m'a semblé extrêmement intéressant parce que on va peut-être se retrouver dans un contexte où l'employeur va contraindre ses salariés à se faire vacciner. Or, on sait qu'en France, les mentalités ne sont pas encore tout à fait mûres sur cette question-là. Et beaucoup de gens, en l'absence d'un recul médical, refusent, ils le disent très clairement, il y a des sondages de se faire vacciner. Ouais. Alors, il y a un exemple qui est assez intéressant, qui est en rapport avec ce que vient de dire Judith, c'est que, par exemple, il y a un salarié, son employeur l'avait forcé à se faire vacciner contre l'hépatite B. Et ce salarié a développé ensuite les symptômes d'une sclérose en plaques. Eh bien, cela a été reconnu comme un accident de travail par la Cour de cassation. Donc ça peut par analogie tout à fait être, par analogie avec le Covid. Je ne sais pas s'il y a des effets secondaires, etc., qui sont après développés. Effectivement, on pourra peut-être avoir des cas d'accident de travail si c'est l'employeur qui a forcé le salarié à se faire vacciner contre le Covid. C'est possible. Alors ensuite… Ça peut peut-être faire écho au cas que nous donne Catherine Laborie dans le chat. Une salariée a été victime d'une agression dans le cadre de son emploi. Il a été sous-estimé par elle-même et son employeur même pas mal. Cependant, elle est en arrêt maladie et cet arrêt est en lien direct avec l'agression. Le délai des 48 heures est dépassé. Peut-elle tout de même faire valoir cette agression comme accident du travail? Alors, je vous en parle après aussi, 24 heures pour faire sa déclaration. Sauf cas de force majeure, si elle avait été hospitalisée, etc. Donc, elle a un peu raté le coche, malheureusement. Son employeur, lui, avait 48 heures. Et lui, par contre, si c'est lui qui a été défaillant et qu'elle était en impossibilité de faire sa déclaration dans les 24 heures, si elle a été hospitalisée, par exemple, et bien après, il y avait encore un délai beaucoup plus allongé. Et là, malheureusement, non. Elle n'était pas visiblement hospitalisée. Donc, elle pouvait tout à fait faire sa déclaration dans le délai de 24 heures. Donc, je ne crois pas qu'elle puisse, non.
Alors, pourquoi Malheureusement. l'exemple de Catherine était intéressant? Là, pour rebondir sur un autre exemple jurisprudentiel plus dramatique, c'est une tentative de suicide pendant son arrêt de travail. C'est ça, je sais plus où je l'ai mis. Là, c'est donc un salarié qui se trouve en arrêt maladie suite à des faits de harcèlement au travail et qui tente de mettre fin à ses jours. Oui, c'est ça. C'était le cas d'un salarié qui était en arrêt maladie parce qu'il était harcelé au travail et il a tenté de se suicider. Il n'a pas réussi, donc il ne s'est pas suicidé, il n'est pas mort. Mais on a considéré que c'était un accident de travail. Pourquoi? Parce que malgré le fait que son contrat, et ça c'est très très fin et très intéressant comme jurisprudence, malgré le fait que pendant son arrêt de travail, son contrat il est suspendu. Donc il n'a normalement plus de lien avec son travail. On pourrait considérer que ça n'a aucun rapport donc avec son travail puisqu'il est en arrêt et que pendant l'arrêt, le contrat est suspendu. Pas de lien de subordination avec l'employeur donc. Et pourtant, on a considéré alors c'était ce que je vous disais tout à l'heure dans la définition de l'accident de travail, c'était à l'occasion ou par le fait de son travail. Donc c'est là. Et bien là, c'était pas à l'occasion de son travail, mais la jurisprudence a dit, mais c'est par le fait. Donc c'est pas par l'occasion, mais c'est par le fait de son travail. Donc ça répond à la définition de l'accident du travail. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai lu la définition, je disais que les deux expressions étaient importantes parce que ça permet de faire entrer plein de cas différents. Si c'est pas à l'occasion, si c'est pas sur le moment ou si c'est comme dans les arrêts de travail, on peut dire que si c'est par le fait, si ça se rattache, comme là, ça se rattachait à des faits de harcèlement, alors c'est un accident de travail. Et ça a été considéré comme tel. Je me permets simplement de revenir sur la première jurisprudence, sur le lien de causalité entre la sclérose en plaques et la vaccination qui aurait été imposée contre l'hépatite, imposée par l'employeur. Je vous ai mis dans les documents un article extrêmement intéressant sur la base, parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'arbitrages, évidemment nationaux en France, mais aussi internationaux. Vous avez beaucoup de discussions entre avocats, juristes de nombreux pays pour connaître la position face à la vaccination et donc face à la responsabilité de l'employeur. Et donc là, je me suis permis de vous retranscrire, donc dans l'onglet des dossiers, un article de presse sur des échanges qui ont lieu entre des avocats qui représentent l'État au Canada et en France. Et eux, ils posent cette question-là, est-ce qu'un employeur peut obliger ses employés à se faire vacciner contre le Covid-19 avec les éventuels effets secondaires sur lesquels encore on n'a pas beaucoup de visibilité. Alors, lors de cet échange entre des groupes d'avocats canadiens et français, ils sont arrivés à la conclusion suivante. Si une telle mesure législative n'est pas mise en œuvre par l'État, c'est-à-dire qu'on n'impose pas une vaccination, et je pense que ce sera le cas, parce qu'imposer une vaccination, c'est quelque chose qui va à l'encontre des droits fondamentaux de la personne, Annabelle. Hein. Oui. L'employeur dont les activités comprennent notamment des interactions soutenues avec une clientèle vulnérable pourrait invoquer que la vaccination de ses salariés est requise, c'est-à-dire obligatoire, afin de protéger sa clientèle et de prévenir d'éventuelles éclosions. Ça veut dire que les employeurs devront arbitrer entre le contexte spécifique. Est-ce que mes salariés sont en contact avec une clientèle ou pas? Ça veut dire donc qu'il sera possible de déroger à cette mesure. Dans la mesure, donc on mettra en avant en fait une sorte de proportionnalité, un objectif légitime. Ce qui veut dire que il n'y a pas donc forcément, il n'y a pas de jurisprudence dans ces cas-là. Les principes applicables, ils divergeront en fonction des États et en fonction aussi des sociétés, mais en tout cas, les critères seront pondérés par rapport à une vision de proportionnalité de l'objectif visé. Et ils en sont venus, et ce qui est très intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, Annabelle, c'est qu'on renverra les salariés à leur propre responsabilité, encore une fois, si tant est qu'il n'y a pas de risque qui contamine les gens avec qui ils sont en contact, souvent des gens donc, qui travaillent avec une clientèle vulnérable. Eh bien, eux, ce think tank d'avocats canadiens et français, sont arrivés à la conclusion que puisque ça va à l'encontre
des droits fondamentaux d'imposer la vaccination. Aujourd'hui, on impose la vaccination. Agnès Buzyn l'a imposé pour les enfants. Ça aussi, je vous fais une petite parenthèse. On entend parler beaucoup de courants anti-vax, etc. Bon, il est rare que des parents qui refusent de vacciner leurs enfants, soit des officiers de police judiciaire viennent toquer à leur porte pour pour les forcer ou les mettre en garde à vue. Néanmoins, il y a des sanctions qui sont très graves. Aujourd'hui, la vaccination est obligatoire pour les jeunes enfants. Vous avez un circuit, me semble-t-il, de 11 ou de 18 vaccins, c'est obligatoire. Par contre, la vaccination pour le Covid, ça pose donc plus de problématiques. Et j'en termine là-dessus pour dire que eux, leur conclusion, c'est de dire que le salarié devra vivre avec les conséquences de son refus. En d'autres mots, l'employé a droit de refuser la vaccination, mais en raison de circonstances particulières justifiant le déploiement de mesures de prévention. Cet employé peut faire face à des mesures de nature administrative au niveau de son travail, telles une suspension sans solde ou un blâme ou une mesure disciplinaire de quelque sorte que ce soit. On pourrait même imaginer que dans certaines structures, il soit qu'il y ait une sorte d'épée de Damoclès avec le licenciement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Annabelle. Ah ouais, non, c'est possible, mais bon, ce ne serait pas valable. Voilà. Il faudrait que ce soit, encore une fois, je vous invite à le noter, cette fameuse notion de proportionnalité. Ouais. Voilà. Il faudrait que véritablement le fait de refuser de se faire vacciner, ça mette en danger notamment les autres. Les autres. Et surtout une clientèle dite vulnérable. Je reviens sur le chat. Alors, donc on dit voilà. Alors, justement, j'allais le faire. Alors, Anne-Sylvie pose la question, quel délai justement pour faire valoir un accident de travail en cas d'hospitalisation et du fait d'un état ne permettant pas cette démarche? Alors, il n'y a aucun problème. Quand justement il y a une hospitalisation, donc les 24 heures, ce n'est plus le délai qui s'applique, puisque c'est une force majeure, qui fait sauter ce délai de 24 heures, et le salarié a, c'est à la sortie de son hospitalisation, tout le temps pour montrer qu'il ne pouvait pas le faire. Il n'y a pas de délai, je crois que c'est un délai de 48 heures après la sortie de l'hospitalisation, mais ça je pourrais vous dire, mais en tout cas, c'est vraiment élargi, donc heureusement. Parce que sinon, ce serait vraiment très injuste. Je voulais vous donner un autre exemple qui est très important, je pense, pour vous et pour les gens que vous rentrez. Vous avez un exemple d'accident qui a été reconnu comme un accident de travail et on ne pense pas assez souvent, à mon avis, on ne pense pas, à mon avis, assez souvent à ce genre de choses pour les déclarer en accident de travail, alors qu'il faudrait y penser vraiment tout de suite, ça devrait être automatique. Une personne qui va sortir d'un entretien d'évaluation et qui apprend, par exemple, qu'il va être rétrogradé, qui apprend quelque chose de très désagréable et qui va être constaté, qui va être reçu par un médecin 2 jours après, bien 2 jours après, pas le jour même. Donc, ça fait écho à la notion de fait soudain, donc ça peut être élargi. 2 jours après, il va chez son médecin et le médecin lui fait un arrêt de travail pour dépression. Et bien ça, c'est considéré par la Cour de cassation comme un accident de travail. Voilà, donc c'est assez intéressant, je pense, d'y penser quand vous avez des gens qui ne sont pas bien psychologiquement. Il y en a énormément, malheureusement. Merci beaucoup, Annabelle. Je retourne dans le chat. Claire nous dit, concernant la déclaration d'un AT, il est possible de le faire jusqu'à 2 ans après l'accident. Voilà, c'est ça. La seule différence dans la prise en charge par la CPM, c'est que les services de celle-ci font une enquête auprès de la victime et de l'employeur pour statuer un éventuel accord de prise en charge. Alors, je vous laisse l'explorer. Alors, la déclaration de l'accident de travail.
Est-ce que vous m'entendez? Bon, je ne sais pas qui est dans le chat. Bon, bah écoutez, je suis vraiment navrée, je ne comprends pas. Pourtant, l'audio semble fonctionner. Vous nous entendez là? Très bien. Ah bah super. Alors écoutez, on clôture. Merci beaucoup. Allez, on termine. Il est 15h06. Merci de votre présence. Je reprends sur la déclaration de l'accident de travail plus brièvement, puisque vous étiez quand même intéressé. Donc, ce que je disais, c'est que le délai pour l'accident de travail, comme on l'a dit, c'est pour le salarié, 24 heures maximum. Il doit en fait tout de suite, sauf cas de force majeure, comme on l'a dit, prévenir son employeur par oral ou par écrit. Les deux sont admis. L'employeur, lui, et sinon il a donc 2 ans, comme le disait quelqu'un. Si on est l'employeur, on a 48 heures ouvrées, c'est-à-dire que ni les dimanches ni les jours fériés ne comptent. Donc, à compter de la notification par le salarié à l'employeur. Donc, et on doit remplir le CERFA 144-63-01 ou alors le faire en ligne via Net Entreprise. C'est la rubrique DAT. Donc, par exemple, si on apprend par son salarié qu'il a eu un accident de travail le vendredi, on doit le faire le lundi. Donc, c'est très important de respecter ce délai. Si l'employeur ne respecte pas ce délai, il est en faute. On le verra plus tard. Il y a malheureusement, par la suite, oui, voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un employeur qui va émettre des réserves, qui n'est pas d'accord avec le fait que ce soit un accident de travail, n'a en aucun cas le droit de se soustraire à cette obligation de déclarer l'accident de travail dans les 48 heures. Donc, il doit le faire et ensuite contester. Il n'a pas le droit de ne pas déclarer l'accident tout simplement parce que lui pense que ce n'est pas un accident. Et ça arrive très souvent, malheureusement, qu'un employeur se permette ce genre de choses parce qu'il se dit non, ce n'est pas un accident de travail, je ne le déclare pas en tant que tel. Je déclare simplement l'arrêt de travail tout simple. Et ça, je disais aussi que c'est parfois dû malheureusement à des considérations vraiment bassement financières, c'est-à-dire qu'en fait, plus il y a d'accidents de travail, plus la cotisation en fait augmente. La cotisation accident de travail augmente. Donc, l'employeur, s'il n'a pas fait de réserve à l'accident de travail du salarié, il peut tout de même saisir dans les 2 mois la commission de recours amiable de la CPAM et ensuite le TAS, le tribunal des affaires sociales, dans les 2 mois. Donc, il a 4 mois quand même, s'il n'a pas fait de réserve, pour quand même contester l'accident de travail. Et ensuite, il peut même aller devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Paris. Pendant ce temps-là, bien sûr, le salarié, lui, il est toujours pris en charge financièrement par la CPAM, heureusement. Donc, le salarié, lui, après, il a 2 ans pour agir. Il a 2 ans pour agir en reconnaissance de faute inexcusable. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, à compter de son accident de travail, à compter du jour de son accident de travail, j'ai développé plus tard, je ne sais pas si on va avoir le temps, mais il a 2 ans pour agir contre son employeur, devant, attention, pas le Conseil des prud'hommes, mais devant le TAS, devant le tribunal des affaires sociales, pour faire reconnaître en fait la faute inexcusable de son employeur, ce qui va avoir pour effet d'augmenter sa rente, la rente qu'il a quand il a une incapacité de travail. Et s'il a un arrêt de travail suite à son accident de travail.
Donc, le TAS, ça se passe en 2 temps. D'abord, il reçoit le salarié. Je vous expliquerai peut-être un peu plus tard. Je voulais juste continuer sur la procédure. En fait, la CPM, quand elle va recevoir donc, la déclaration d'accident de travail dans les 48 heures par l'employeur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prévenir l'inspecteur du travail qui va vérifier la matérialité et Alors là, j'espère que vous nous entendez. Si vous nous entendez, merci pour celles et ceux qui sont patients et qui sont restés. Merci de vous manifester dans le chat, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous nous entendez. Si vous ne nous entendez pas, tant pis. Mais si vous nous entendez, tant mieux. Ah, vous nous entendez, c'est parfait. Bah, écoutez, Maître Boublier, je pense que vous pouvez… Alors, je vais poursuivre. Alors, je ne sais pas où vous étiez arrêté. Est-ce que vous avez entendu jusqu'à quel moment, en fait? Bon, la CPM fait une petite enquête. Donc, comme je le disais, elle va envoyer un questionnaire à l'employeur et à la victime pour confronter les dires et voir si ça peut être vraiment considéré comme un accident du travail. Pendant cette petite enquête, qui peut durer un petit moment quand même, puisqu'elle peut durer 2 mois, puisqu'elle prend une décision dans les 30 jours de l'accident de travail, sauf enquête complémentaire qu'elle peut diligenter et qui va redurer 2 mois de plus, donc ça peut durer 4 mois, mais heureusement pendant ces 4 mois, le salarié, lui, il est indemnisé. Alors, comment… Alors, lui, je voulais juste dire aussi… Oui, non, pardon. Non, je voulais juste dire que dans la fonction publique, les accidents de travail, c'est juste une terminologie, ça s'appelle accident de service. Bon, c'est vraiment juste… Alors, il me semblait dans le chat, j'ai aperçu, je crois que c'est vous, Laurence Racineau, si vous voulez bien, parce qu'on n'a pas le chat tout précédent, mais il me semble que Laurence posait une question très intéressante. Si l'accident de travail a eu lieu en télétravail à la maison, oui, comment l'enquête Il me semble que c'était votre question, Laurence. Du coup, il n'y aura pas de témoins, ou à moins qu'ils puissent demander à des témoins qui ne font pas partie de l'entreprise. Ça peut être aussi pris comme des témoins. Mais il y aura toujours un questionnaire à l'employeur et aux salariés. Puis le télétravail, c'est considéré quand même comme un lieu de travail, même si c'est la maison, puisque c'est quand même demandé par l'employeur et en accord avec l'employeur. Donc, il y a une autorité qui s'exerce. Donc, il n'y a pas de problème pour faire une enquête, je pense. Voilà. Donc, juste dire encore que comment on est indemnisé, et ça, c'est une question. D'accord, je me dépêche. Comment est-ce qu'on est indemnisé dans le cas d'un accident de travail? Alors, dès lors que l'accident de travail, il entraîne un arrêt de travail, l'employeur, il doit établir et transmettre à la CPM une attestation de salaire. À partir de là, la CPM, sans délai de carence, donc c'est le premier jour qui suit, elle va verser des indemnités journalières aux salariés. 60% du salaire journalier de base, avec un plafond tout de même de 205,84 € actuellement. Cette indemnité journalière, c'est important de dire qu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu à hauteur de 50% de son montant et à la CSG et à la CRDS à des taux plus faibles, 0,5% et 6,2%. Cette attestation de salaire que l'employeur donne à la CPM va permettre à la CPM de calculer le montant des indemnités journalières. C'est pour ça que c'est très important et c'est une faute pour l'employeur de ne pas transmettre l'attestation de salaire, puisqu'après, la CPM ne peut pas calculer et ne peut pas verser d'argent.
Donc, l'employeur, sous certaines conditions, versera en plus de cette indemnité journalière CPAM au salarié une indemnité dite complémentaire. Et quelles sont les conditions pour la percevoir? Il faut avoir 1 an d'ancienneté. Il faut avoir fourni son certificat médical dans les 48 heures de l'accident de travail. Il faut bien sûr bénéficier des indemnités de base de la sécurité sociale, c'est-à-dire les indemnités accident de travail. Et il faut être soigné en France ou dans un pays de l'Union européenne. L'employeur peut tout à fait demander une contre-visite médicale. Il veut montrer que l'arrêt de travail n'est plus justifié pour cesser d'indemniser le salarié. Alors, une précision sur quelques petites notions, j'ai plus beaucoup de temps, mais par exemple, si un salarié, oui, juste ça, si un salarié va être en accident de travail et par la suite, il ne va jamais pouvoir revenir à son poste, il va être déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, et vous aurez bien suivi que c'est dû à un accident de travail, eh bien là, l'indemnité de licenciement, elle va être doublée. On va la multiplier par 2. Voilà. Depuis 2015, pour être indemnisé des conséquences, que je le disais tout à l'heure avec Judith, d'un accident de travail, c'est-à-dire sur les droits à la retraite, par exemple, ou la perte de l'emploi, alors le salarié doit se tourner non plus vers le CPH, mais vers le TAS, le tribunal des affaires sociales, et il a 2 ans pour le faire, très important, cette prescription de 2 ans, parce que sinon, après, il est prescrit. Et là, il peut obtenir aussi quelque chose de très intéressant, c'est une majoration de sa rente sécurité sociale, donc devant le TAS. Et oui. Alors, alors il est 15h16, c'est vrai qu'on a débordé, mais Maître Bougli, vous en avez 5 minutes encore? Oui, 5 minutes encore. Et ce qui serait intéressant peut-être, c'est de faire juste un petit éclairage très rapide sur la notion de faute inexcusable de l'employeur. D'accord. Quels sont les contours de la faute inexcusable? D'accord. Je voulais juste dire que par rapport à l'accident de travail, l'époux, le pacsé ou le concubin peuvent tout à fait percevoir la rente accident de travail versée par la Sécu en cas de décès du salarié. Donc, 40% du salaire annuel du défunt sera perçu par l'époux, le pacsé ou le concubin. 20% en cas de divorce ou de rupture du pax. L'enfant de plus de 20 ans percevra lui 25% du salaire annuel et l'ascendant à charge peut aussi percevoir 10%. Voilà. Le lien entre accident de travail et retraite, rapidement, eh bien, le salaire de référence multiplié par le taux d'incapacité que la Sécu aura décidé, eh bien, ça donnera la rente accident de travail. Donc, c'est une formule un peu complexe par rapport au taux d'IPP. On ne va pas rentrer parce qu'on n'a malheureusement pas le temps. Savoir que la rente accident de travail se cumule avec la retraite. Donc, ça, c'est bien. La question de la visite médicale de reprise est très importante aussi parce qu'elle génère beaucoup de contentieux quand elle n'a pas lieu. Une visite médicale de reprise, donc son initiative appartient à l'employeur. Il est totalement obligé de la faire dans les 8 jours de la reprise du salarié après un accident de travail. Le salarié peut aussi être à l'initiative, mais il faut absolument prévenir son employeur, sinon ce n'est pas valable. Il prévient son employeur qu'il a pris rendez-vous avec la médecine du travail. Ça, c'est en cas de défaillance d'un employeur qui ne prendrait pas rendez-vous. Alors, par rapport au manquement, comme disait Judith, je vais faire un éclairage sur la faute inexcusable. Donc, la faute inexcusable, elle va souvent de pair avec l'accident de travail. C'est l'article 452.1 du Code de la Sécurité sociale, vous pourrez regarder. Donc, je rappelle que c'est devant le TAS et non pas devant le CPH, c'est très important. Eh bien, sa définition de la faute inexcusable, elle provient d'arrêts liés à l'amiante, en fait, en 2002. Et ça a été étendu à la notion d'accident de travail. Donc, c'était, en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat. On en a beaucoup parlé de cette obligation. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452.2 du Code de la Sécurité sociale, dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir, donc les deux formulations sont importantes, conscience du danger auquel est exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Je me permets de vous arrêter une toute petite seconde, Annabelle. Ce qui est très intéressant, c'est que la faute inexcusable est liée à une obligation de sécurité de résultat. Or, dans le cadre du contexte sanitaire actuel Covid, l'obligation de l'employeur, c'est une obligation de moyens renforcés. D'où notre introduction, à savoir que la responsabilité pénale de l'employeur, notamment à travers ce prisme de la faute inexcusable, est beaucoup plus difficile à prouver, puisque là, on n'est pas dans une notion d'obligation de résultat stricte, mais on est dans une obligation dont les contours sont un peu plus flous, qui est une obligation de moins de résultats. Mais je vous laisse continuer sur la faute inexcusable. Alors voilà, donc cette jurisprudence qui avait été faite pour les salariés victimes d'amiante, pour la faute inexcusable, elle a été étendue donc par la suite à tous les gens qui ont des accidents de travail. Ils peuvent tous agir devant le TAS contre leur employeur et c'est ce qu'il faut leur conseiller parce qu'ils peuvent obtenir beaucoup de dommages et intérêts. La Cour de cassation donc,
considère qu'il est complètement indifférent que la faute inexcusable a été la cause principale, en fait, déterminante. On s'en fiche. Même s'il y a plusieurs causes et que l'employeur a eu une petite participation, il a fait une faute inexcusable. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et seule la faute du salarié ayant un caractère d'une gravité vraiment exceptionnelle pourra exonérer l'employeur de sa responsabilité. Par exemple, si le salarié s'est volontairement mis en danger. Alors là, il n'y a pas de faute inexcusable, puisque c'est de la faute du salarié. Comment on procède donc pour faire reconnaître cette faute inexcusable? Je vous répète, devant le TAS, parce que souvent il y a des erreurs, on va devant le CPH, mais c'est devant le TAS. Et on a 2 ans. Je me permets, excusez-moi Annabelle, hein. Attention parce qu'avec notre jargon, le CPH, c'est le Conseil des prud'hommes et le TAS, c'est le Tribunal des affaires de la sécurité sociale. Donc en matière de faute inexcusable, c'est devant le TAS et pas devant le Conseil des prud'hommes. Exactement. Et donc en fait, on a 2 ans, il faut faire attention à ne pas laisser passer le délai, on a 2 ans à compter, soit du jour de l'accident de travail, 2 ans pile, un jour de plus, soit, et heureusement, du jour de cessation de versement des indemnités journalières. Si on a laissé passer le premier délai, ça va, on peut se rattraper sur le dernier jour du versement des indemnités journalières. On a le point de départ qui a été un petit peu retardé pour les cas où les gens n'ont pas pensé à le faire. Et dans ce cas, qui ne savaient pas qui pouvaient le faire, dans ce cas, en fait, ils peuvent faire courir le délai de 2 ans à compter de la cessation du versement des indemnités journalières. Il a 2 ans pour aller devant le TAS pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il suffit, comme je le disais, que ce soit une des causes de l'accident de travail pour que ce soit reconnu. Et là où c'est… Alors, comment… Ça aussi, très important. D'abord, avant de saisir le TAS, on envoie une lettre recommandée au président de la CPAM, de son lieu de là où on est rattaché. Et on lui dit, en lettre recommandée, monsieur, j'ai eu un accident de travail. Voilà ce qui s'est passé exactement. Je souhaite que la faute inexcusable de mon employeur soit reconnue parce que j'estime que l'employeur aurait dû me protéger en faisant des actions de prévention. On brode un petit peu, mais vraiment légèrement. Et en général, ça induit ensuite une réponse. La CPAM tente une conciliation entre l'employeur et le salarié. Si ça n'aboutit pas, alors à ce moment-là, elle invite en fait le salarié à aller saisir le TAS. Voilà. Et devant le TAS, il y a 2 phases. La première, le TAS va statuer sur l'existence ou pas d'une faute inexcusable. Et s'il statue sur l'inexistence, bon, bah, c'est terminé. S'il statue sur l'existence, alors à ce moment-là, il va nommer un expert. Et cette expertise s'appelle une expertise avant dire droit, c'est-à-dire que c'est une expertise qui va être chargée de voir un petit peu qu'est-ce qui peut être réparé et à quelle hauteur. Et ensuite, ils rend le jugement en donnant les quantums des dommages et intérêts. Et souvent, ils sont très importants. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier quand une personne a un accident de travail de lui dire qu'elle peut agir devant le TAS. En plus d'agir, par exemple, si elle a été déclarée inapte à son poste, en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et ça, c'est toujours devant le Conseil des prud'hommes, bien sûr. Ce n'est pas devant le TAS. Voilà. Et donc, elle peut obtenir aussi devant le TAS une majoration de la rente, en plus de dommages et intérêts. Donc, ça, c'est très intéressant parce que les majorations de rente qu'on obtient devant le TAS sont souvent au maximum quand il y a une reconnaissance de faute inexcusable. Voilà. Et les dommages et intérêts devant le TAS sont avancés par la CPAM. Donc, même si un employeur va être en liquidation judiciaire, ce n'est pas grave puisque c'est la CPAM qui paye. Et après, elle se retourne, si elle le peut, contre l'employeur. Merci beaucoup, Maître Bourgui. Il est déjà 15h23, mais je vous remercie de nous avoir suivi de votre patience. Pour les fonctionnaires, c'est le TAS aussi, demande Sylvie. Pour les fonctionnaires, je vais vérifier. Voilà. Je pense que c'est le TAS, mais je ne suis pas sûre. D'accord. De toute façon, on reprend toutes vos questions extrêmement précises et merci de votre participation active à ce webinaire. Tout sera sur notre page Lire, voir, entendre sur notre site et vous verrez dans la catégorie Travail, eh bien, vous aurez le replay du webinaire et énormément de documentation en plus de celle qui a été transmise aujourd'hui. Ainsi que des podcasts et la base légale législative avec les décrets à jour, notamment, vous voyez, pour la question claire sur le certificat d'isolement. Vous voyez, donc pour que vous puissiez avoir les données légales à jour pour orienter au mieux les salariés et les agents que vous accompagnez. Je vous souhaite une excellente après-midi. Merci de nous avoir suivis. Désolée pour les petits bugs vidéo et audio, mais vous voyez, on a pu vous donner de manière large les points vraiment essentiels à retenir en matière de responsabilité civile pénale, notamment à la lumière de la notion d'accident du travail. Maître Bougli, ici présente, avocate en droit social, est à vos dispositions pour toute question.
Vous pouvez me l'envoyer sur mon mail, je relirai à Maître Bougli, ou vous avez son mail de toute façon sur notre site. AB, ce sont ses initiales, Annabelle Bougli, @buchinger-rubin.com. Et pour les personnes que vous rencontrez, n'hésitez pas à leur faire bénéficier d'une consultation juridique gratuite. Il suffit qu'ils prennent rendez-vous soit sur notre site internet, soit en nous téléphonant. C'est très, très important de connaître ses droits et de ne pas être orienté vers de mauvaises procédures. Je rebondis sur ce que dit Annabelle, qui est extrêmement important, c'est que souvent les procédures devant le TAS sont méconnues par rapport aux procédures devant le CPH. Complètement. Et il suffit de prendre un avocat qui n'est pas forcément spécialiste en droit social pour engager une procédure devant les prud'hommes dont on sera débouté. Donc, il faut être vraiment très, très attentif. Les 15h25, je vous remercie de votre présence. Et la semaine prochaine, ce sera le dernier webinaire sur tout ce qui concerne les accidents médicaux, pharmaceutiques, les maladies nosocomiales, ce genre de choses, et comment se passe l'expertise. Je serai accompagnée par un médecin expert qui vous donnera tous les éclairages pour accompagner encore une fois au mieux vos salariés et vos agents sur ces thématiques. Excellent après-midi et à très bientôt. Au revoir.